Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier rendez-vous de Diasporama, saison 3, un espace qui vous propose régulièrement des rencontres avec des personnalités algériennes, des personnalités connues ou qui gagneraient à l'être, le dénominateur en commun étant l'intelligence, l'esprit d'initiative et l'innovation. Et dans ce contexte, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui celui qui a fait le pari fou de vendre la destination Algérie sur les plans écotouristiques, culturels. Bref, nous allons faire plus ample connaissance avec Sofiane Lesage. Bonjour. Bonjour Maya, bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de... Vous êtes à Paris ou à Alger en ce moment? Alors, je suis à Alger, exactement. Donc, je suis du côté d'Albia pour les connaisseurs. Très bien. Alors, Sofiane Lesage, donc vous êtes cofondateur et directeur de l'agence Riwaya Travel, n'est-ce pas? Donc, agence de voyage, mais pas que. Nous allons donc, alors pour nous, c'est la clôture de la longue saison de travail, et pour vous, c'est peut-être un pic, un rush en matière de charge de travail, n'est-ce pas? En pleine saison estivale, Sofiane. Alors, pour être parfaitement honnête, et ça risque d'être un petit peu paradoxal vis-à-vis voilà, de la communauté touristique internationale, etc., et de mon secteur d'activité, mais pour nous, l'été, c'est 2 mois justement dans lesquels c'est beaucoup plus calme, parce que notre agence, elle promeut la destination Algérie auprès d'étrangers, et aujourd'hui, il est Oui. quand même assez difficile pour le moment de ramener des touristes l'été. Par contre, de septembre à juin, nous sommes complets. Donc voilà, c'est une période d'accalmie qui nous permet de restructurer nos équipes, de les former, d'aller rencontrer nos partenaires opérationnels dans tout le pays et de se remettre à niveau. Oui, donc vous voulez dire par là que les destinations pour lesquelles vous travaillez plus ou les plus demandées sont autres que le Nord, c'est ça? Alors, on a 40% de nos touristes qui viennent justement pour aller découvrir le nord de l'Algérie. Ensuite, on a 60% qui viennent pour aller découvrir le sud. Mais il faut savoir qu'une grande majorité de ceux qui découvrent le sud passent d'abord quelques jours à Alger, Qsentina ou Haran. Et du coup, ça leur permet justement de découvrir à la fois le sud et le nord de l'Algérie. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pour des considérations parfaitement pragmatiques et objectives que nous n'accueillons peu de touristes l'été. Déjà, il fait très chaud sur le bassin méditerranéen, donc même il y a plein de personnes qui fuient le bassin méditerranéen l'été. Deuxièmement, les billets d'avion ne sont pas toujours accessibles parce qu'on a notre Mm. diaspora étranger qui rentre dans le pays et que du coup, ben, il y a plus d'offres, il y a plus de demandes que d'offres et les billets sont plus chers que lors d'une saison touristique. Donc, c'est assez difficile pour nous de promouvoir la destination Algérie et également on manque encore d'infrastructures de très haut standing balnéaire qui sera en capacité d'attirer une certaine clientèle touristique étrangère. Très bien. Alors, Sofiane Lesage, vous le savez, vous connaissez un petit peu l'émission. On s'intéresse aussi et parfois, je dirais même surtout, au parcours de nos invités. On essaie de savoir qu'est-ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, vous, Sofiane, vous êtes née en France, vous avez grandi en France et en Algérie. Vous êtes de mère algérienne et de père français. Vous racontez, je vous ai vu raconter à différentes occasions votre parcours qui pourrait être très inspirant hein, pour les jeunes, vous êtes jeunes, mais pour les plus jeunes ou même ceux qui sont de votre âge, vous pouvez être quelqu'un, donc une personne très inspirante pour les jeunes. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours brièvement et ce qui a fait que vous intéressiez au final au secteur du tourisme. C'est une excellente question. Merci Maya de me l'avoir posée. Donc, je suis franco-algérien, comme vous l'avez dit, Sofiane Lesage. On ne peut pas faire plus franco-algérien que mon nom et mon prénom. Mon père est issu d'un milieu assez aisé en France. Ma mère est issue d'un milieu beaucoup plus populaire dans l'arrière-pays sétifien, dans une ville qui s'appelle Ain Oulmen et qui est connue pour son choix, ses brochettes, etc. Donc, j'ai eu l'immense plaisir de vivre à cheval entre les deux rives
pendant les 18 premières années de ma vie. Ensuite, à la suite d'un baccalauréat en France, j'ai eu la chance de faire une licence de langues étrangères appliquées, anglais et arabe littéraire à la Sorbonne, puisque je voulais Mhm. découvrir le monde. Donc, parallèlement à cette licence, je travaillais justement, je faisais des jobs étudiants du côté de Paris, et tout l'argent que je gagnais à chaque fois, c'était pour voyager, pour découvrir le monde et pour aller découvrir de nouvelles cultures. Donc, j'ai beaucoup voyagé avec un sac à dos. J'ai fait entre mes 18 et mes 29 ans, donc jusqu'à aujourd'hui, 50 pays. Donc, on Waouh. sait qu'il y a 187 pays. Ça veut dire que, voilà, en 10 ans, les premières années de ma vie, au lieu de dépenser des soirées, ben, enfin, de l'argent dans des soirées, dans des choses que généralement on consomme lors de notre vingtaine, ben, moi, je l'ai dépensé dans des voyages. Et du coup, j'ai eu l'immense privilège de visiter un quart du globe dans toutes les considérations possibles. Donc, parfois dans des hôtels qui étaient ben, des 4 étoiles ou des 5 étoiles, parfois dans des maisons d'hôtes, parfois chez l'habitant, parfois même dans des auberges de jeunesse avec 18 lits et des personnes qu'on rencontre sur place. Donc, tout cela a forgé mon appétence et mon envie et mon goût pour le tourisme. Et du coup, ensuite, à la suite de cette licence de langue, donc j'ai fait une licence de droit, et à la suite de cette licence de droit, j'ai eu l'immense privilège d'intégrer l'un des top 3 business schools en France et top 5 master dans le monde, master management, à savoir ESCP Business School. Et par-delà, parmi toutes ces expériences que j'ai effectuées, donc on a le background linguistique, le background juridique, le background de voyageur, le background de salarié, j'ai couplé le tout et je me suis dit pourquoi il y a une facilité incroyable pour voyager d'un pays à un autre en Asie du Sud-Est, par exemple, et finalement, bah, pourquoi c'est si difficile de voyager en Algérie? Alors que pour nous, franco-algériens, bah, c'est Oui, un passeport algérien, un billet d'avion et on y va. Mais oui, pour une immensité d'une grande partie de la population en Europe, ils pensent que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, parce qu'il y a la barrière du visa, parce que les informations n'arrivent parfois pas jusqu'à bon entendeur. Et du coup, ben, on choisit toujours la facilité, aller dans des pays dans lesquels il n'y a pas besoin de visa, etc. mm, Donc, de par cette considération, j'ai rencontré mon associé en Malaisie, Marwan Boltif, qui lui est breton constantinois, donc également franco-algérien. Il a eu la chance de vivre à cheval entre les deux rives. Et oui, on a démarré un business plan et on s'est dit, voilà, et si on allait commencer à travailler sur la promotion de la destination Algérie. On a essayé au départ, on pensait que voilà, on allait créer une simple page Instagram, mettre quelques photos, mettre des dates, mettre deux, trois tarifs, et on pensait que le lendemain, tout allait se remplir et que 2 jours après, on serait très riche. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, il y a eu des étapes dans l'entrepreneuriat. Au départ, mais en fait, on n'avait que 200 ou 300 followers sur Instagram. On se disait, bah, la mayonnaise ne prend pas. Et, oui, et quand on est entrepreneur, on fait face à plein de fois à ce genre de problématiques. On se dit, ah, mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Et à ce moment-là, on s'est dit, on va continuer, mais il faut qu'on repositionne totalement notre business plan. Il faut qu'on aille déterminer finalement qui seraient les meilleurs vendeurs de la destination Algérie. Et subhanallah, ce jour-là, il y avait eu un match de l'Algérie et il y avait eu, je crois, 800 000 ou 900 000 Algériens sur les Champs-Élysées. Et c'était comme une révélation. Je me suis dit, mais en fait, les meilleurs vendeurs de la destination Algérie, bah, c'est ces 800 000 ou 900 000 Algériens. C'est la mhm, communauté algérienne à l'étranger. Et je m'explique, quelqu'un qui habite dans le fin fond d'un patelin du côté de Limoges et qui est maçon et qui côtoie trois collègues autour de lui, et ben chaque jour, lors du déjeuner, il va se faire un malin plaisir pour leur dire bah, je suis parti en vacances en Kabylie, c'était formidable. Regardez les images de ma petite montagne de Kabylie, regardez les odeurs, regardez les saveurs, regardez la musique, etc., de ma région d'origine. Et ça, c'est les 6 millions d'Algériens qui vivent en France font vivre cela au quotidien. Donc, on s'est dit que c'était eux les meilleurs vendeurs de la destination Algérie. Donc, oui, je vais mais est-ce accélérer. que c'est... Oui, non, non, juste vous interrompre 2 secondes, mais cet ouvrier ou ce maçon dont vous parlez et qui va fièrement montrer les images de son patelin, c'est peut-être déjà quelqu'un qui va.
au bled, comme on dit souvent. Et là, on n'est pas dans un cadre touristique parce qu'il va dans son village. Vous voyez, Bien or, vous, ce que vous proposez, c'est vraiment des destinations touristiques. C'est pas seulement amener les Algériens dans leur ville natale ou leur village, n'est-ce pas? Exactement. Merci Maya pour l'information. Donc, il faut, enfin, pour la remarque pertinente, donc il faut être conscient qu'aujourd'hui, en Algérie, il y a 58 régions. Dans ces 58 régions, il y a 58 potentiels de développement touristique. De développement Mhm, touristique sur le patrimoine culturel matériel, donc des édifices qui existent déjà, de l'artisanat qui existe déjà, mais également sur le patrimoine culturel immatériel de la région. Et on parle de mhm. la Kabylie, c'est un exemple qui est très intéressant, puisque le patrimoine culturel immatériel est d'une immensité comme on en connaît peu finalement sur le bassin méditerranéen. Oui. Et nos experts, je pense, qui sont aguerris vis-à-vis de la thématique. Mais justement, ce Kabyle qui se fait l'honneur de faire la promotion de la destination Kabylie, ben lui, peut-être qu'il ne connaît que son village, mais il connaît toute la région aux alentours et il sait à quel point elle est majestueuse. Il a voyagé, lui, partout en Europe. Et il sait que la Kabylie, ben, ça vaut pas moins, ça vaut pas moins bien que la Toscane en Italie. Ça vaut pas moins bien que, que la Corse en France. Ça vaut pas moins bien que d'autres destinations où des touristes affluent par centaines Mhm, de milliers. Donc, il se fera l'honneur et le privilège de leur montrer ces paysages et les touristes étrangers, ils sont toujours ouverts à des destinations qui sont authentiques et peu visitées. Donc c'est dans ce sens-là où toutes ces personnes-là font de la promotion de la destination Algérie et sont des grands promoteurs de la destination Algérie, premièrement. et ça veut dire... Deuxièmement, Ah oui, pardon. Oui, je reviens oui, oui, rapidement à l'historique. oui. Donc du coup, à ce moment-là, on a repositionné Oui. le business plan. Et on a répertorié les 200 Algériens les plus influents dans leur domaine d'expertise. On est tombé sur une Algérienne en Californie qui faisait des cours de danse algérien depuis 40 ans à des femmes originaires des États-Unis. À ce moment-là, je rentre en contact avec elle et elle me dit, Sofiane, c'est formidable, on a déjà fait des voyages en Tunisie, au Maroc sur la thématique de la danse, mais j'ai trouvé personne pour m'aider pour faire des voyages en Algérie. Et du coup, on est rentré en contact et grâce à elle, on a accueilli le premier groupe entièrement composé de femmes sur la thématique de la danse en Algérie. C'était Mm. 35 Américaines qui venaient du Kentucky, de Caroline du Nord, du Nevada, de Oklahoma, etc. et qui sont venues Formidable. sur la thématique de la danse. On a des images d'Américaines qui ont pleuré devant du Malouf à Constantine. On a des Ouais. images d'Américaines qui se sont fait des tatouages Chewy à Biskra. Et même moi, je pensais que c'était pas possible. Et quand je l'ai Oui. vu de mes propres yeux, je me suis dit, mais en fait, on a un pays qui est si riche en potentiel culturel que à partir du moment où il est juste bien mis en avant, ben, du coup, on arrive à vivre ce genre de moments et du coup, ça fait des expériences extraordinaires. Et ensuite, juste pour raccourcir également l'histoire, donc ensuite, il y a eu les 2 ans de Covid, on a persévéré avec mon associé. 2022-2023, on a eu une relance. Là, en 2023, on est sur une vraie, donc un vrai chemin de croisière. Donc, on arrive à attirer plusieurs centaines de touristes chaque année. Et on a remis l'Algérie sur les cartes de plusieurs grands tours opérateurs européens comme internationaux qui vendent la destination Algérie parce que c'est Riwaya derrière et qu'on arrive à les rassurer là-dessus. Pourquoi est-ce que ça Voilà s'appelle pour l'historique, Riwaya? cher Maya. L'historique, oui. Et justement, Riwaya, pourquoi ce nom, ce joli nom? Alors, C'est, Riwaya, c'est pour ceux qui ne conte, connaissent pas, récit, oui, exactement. Riwaya, ça veut dire conte, récit ou roman, donc une histoire, oui, une story. oui, Et oui. bah, finalement, l'Algérie, c'est que des récits au quotidien. Et je le dis souvent, en fait, parce que l'Algérie, ça n'est pas seulement un pays qui se visite, mais c'est surtout une histoire qui se raconte. Du Mm. paléolithique jusqu'à aujourd'hui, il y a peu de pays qui ont la chance d'avoir une histoire aussi longue, aussi riche, qui façonne aujourd'hui qui nous sommes. Et du coup, c'est pour cela qu'on a appelé cela Ariwaya Travel. Et c'est vrai qu'un voyage, c'est toujours une histoire, quoi, on revient chargé d'émotions, d'histoires à raconter, à partager. C'est un très joli nom. Alors, l'histoire que vous racontez justement du groupe d'Américaines qui pratiquent la danse algérienne, etc., qui sont venues, ça veut dire que
il y a quand même une demande qu'on ne voit peut-être pas, qui n'est peut-être pas palpable, la demande de la part d'étrangers, hein, je parle. Cette demande, comment peut-on la trouver? Vous avez trouvé par hasard cette femme en Californie qui donne des cours de danse algérienne, mais aujourd'hui que vous êtes en agence, comment arrivez-vous à accrocher des étrangers à leur vendre la destination Algérie avec tout ce qu'il y a autour, toute la charge souvent négative qu'il y a autour sur la sécurité, sur les problématiques de visa, infrastructure, transport interne, etc. Comment vous arrivez à vendre la destination Algérie? Cher Maya, donc la question, il y a 5 questions en une question. Je sais que vous avez vous me permettez justement de répondre à ces 5 questions. Tout d'abord, la question des canaux de distribution vis-à-vis la destination Algérie. Comment on distribue la destination Algérie? Comment on la vend? Comment on la market? Et là, je vais Hum, faire gagner hum, peut-être 5 ans d'expérience à des futurs entrepreneurs qui veulent se lancer dans le tourisme et les agences de voyage, mais tant mieux parce qu'il y a la place pour tout le monde. Donc, tout d'abord, pour le premier canal de distribution pour la vente de la destination Algérie, c'est les Algériens de l'étranger, encore une fois. C'est ce que j'expliquais. On mhm, a à mhm, peu près 9 millions de personnes, 9 millions de Franco-Algériens ou d'Algériens qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Une diaspora qui est constituée de près de 9 millions de personnes à l'international. Si chacun de mhm, ces 9 millions de personnes parle à 3 personnes, eh ben, on a potentiellement 30 millions de personnes qui seraient intéressées. Donc, par effet boule de neige, quoi qu'il arrive, le bouche à oreille de ces 30 millions de personnes, ça mènerait potentiellement à 60 ou 90 millions de personnes qui seraient intéressées ou qui auraient entendu parler de la destination Algérie. Là, je parle dans un tourisme de masse, mais ça n'est pas l'objectif. mhm, Deuxièmement, le principe premier, et ça répond également à une deuxième question par rapport à justement comment vendre la destination Algérie dans un contexte difficile, compliqué, à savoir les visas, à savoir l'escorte, à savoir toutes ces problématiques-là. Donc nous, on se définit comme premium. Riwaya Travel, on est la première agence premium du tourisme durable en Algérie. Pourquoi premium? Non pas parce que la destination Algérie est premium, à travers ses infrastructures, etc., mais parce que nous, Riwaya Travel, on endosse toutes les difficultés liées à la destination, le visa, l'escorte, mhm. la rencontre avec les guides, la mise en relation avec les partenaires qui sont de très grande qualité en Algérie. On endosse toutes ces difficultés pour offrir une prestation premium à un touriste étranger. Donc Ouais. voilà la première des réponses. Donc ça veut dire que notre touriste, à partir du moment où il entre en contact avec nous, il aura l'impression qu'il voyagera en Slovénie, aux États-Unis ou en Chine, mais c'est uniquement parce qu'il ne verra pas les difficultés d'endossement. Les visas, nous avons des excellentes relations avec tous les consuls algériens à l'étranger. Nous avons des excellentes relations avec le ministère des Affaires étrangères également. Nous avons également le visa à l'arrivée qui a été mis en place. Donc, pour 90% de nos touristes, ils n'ont même pas besoin de se déplacer au consulat. On travaille avec les autorités algériennes pour la mise en place de ce visa à l'arrivée. Mhm, Donc, ils n'ont uniquement une procédure à faire avec l'agence. Et du coup, on a répondu à la question des canaux de distribution, on a répondu à la question du canal premium. Et ensuite, maintenant, la question de comment euh, finalement susciter l'intérêt de la destination Algérie auprès de quelqu'un qui n'y a mhm, pas pensé avant? Je pense oui. que c'est une question qui est très pertinente. Et aujourd'hui, on a l'immense chance, l'immense privilège d'être dans un monde ultra connecté, où les images parlent d'elles-mêmes. Un TikTok de Mhm, 7 secondes peut donner envie à un Brésilien d'aller au Kazakhstan parce qu'il a vu des images fabuleuses du Kazakhstan. Et mhm, aujourd'hui, nous, en Algérie, on a des créateurs de contenu qui sont extraordinaires. On le voit au quotidien sur Instagram, etc. On se dit, mais comment ouais. ils arrivent à créer ça? Comment ils arrivent à faire des 10, 15 millions de vues sur tel ou tel plan de vue, etc. Finalement, bah, il faut s'associer avec ces Algériens qui ont voilà, cette capacité à créer du contenu de manière grandiose. Et il faut pouvoir l'afficher au reste du monde. Parce que quand on Ouais. affiche de manière pragmatique, objective et réaliste tous les paysages algériens, eh ben, on fait de l'ombre à beaucoup de nos voisins parce qu'on a des paysages stratosphériques en Algérie. C'est comme comparer une pub Mercedes ou une pub Renault. La pub Renault, on va tout mettre sur l'histoire, sur le papa qui va acheter la voiture, etc., qui va aller faire ses courses. Il y a toute une histoire qui est racontée. Non, la pub Mercedes,
il n'y a pas d'histoire. On met juste en avant le véhicule qui va tourner. On n'a même pas besoin de raconter quelque chose autour. Ben, l'Algérie, c'est la même Oui. chose. On met en avant les paysages du Hogar, du Tassili et de Rardeya. Et il n'y a même pas besoin de raconter une histoire autour. Les gens, ils vont vouloir venir voir. Qu'est-ce que c'est que ces paysages grandioses de Rardeya ou de la Sécrème ou du Tassili? Mhm. Alors, je sais justement que euh, vous n'êtes pas trop au tourisme de masse, on l'a compris au début de l'entretien. Euh, Vous proposez également des produits culturels, donc des visites de sites antiques, type romain. Donc, vous proposez également ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, donc des tourismes, des voyages thématiques, un tourisme thématique. Alors, quelles sont les thématiques que vous proposez justement en Algérie, mis à part les sites antiques et les sites romains, Sofiane? Alors, merci Maya pour la question encore une fois. Donc, Je suis pour là pour donner... ça, hein. Et moi, je suis là pour répondre, Oui, donc ça tombe bien. oui, ben voilà. Et du coup, pour répondre à cette question, il faut déjà donner quelques éléments de contexte. Donc, nous, Riwaya, on accueille à peu près 40% de Français sur la destination Algérie. Généralement, c'est des Français qui ont une histoire vis-à-vis de l'Algérie. On les accueille pour leur permettre d'aller sur les lieux, les lieux historiques ou les lieux dans lesquels ils ont vécu à des moments précis dans leur histoire. On les emmène aussi parfois sur des tombes, etc. Donc, c'est des voyages qui sont quand même assez émotionnels, chargés en Ah émotions. oui, oui. La deuxième catégorie de touristes qu'on a, et même moi je ne pensais pas qu'on allait l'avoir, c'est 40% de Franco-Algériens. 40% de Franco-Algériens qui avaient cette immense frustration de ne connaître que leur village d'origine, qui ne Mm. connaissaient pas l'Algérie et qui voulaient la découvrir parce que parfois ils connaissaient mieux que la France, que leur pays d'origine, que l'Algérie, ils connaissaient mieux la Thaïlande ou le Brésil que leur pays d'origine. Donc, ils avaient à cœur de vouloir découvrir l'Algérie. Ensuite, on a 20% de clientèle internationale. C'est 20% de clientèle internationale, donc c'est des gens qui viennent sur du one-shot en Algérie pour aller visiter les endroits principaux. Donc, quand on a dit cela, il faut maintenant parler justement de la thématique, enfin des séjours thématiques. On a une gamme de séjours sur la thématique de la danse, j'en avais parlé. On travaille là-dessus avec des plus grandes danseuses internationales orientales qui ont des communautés qui sont prêtes à les suivre justement sur cette thématique de danse orientale ou danse algérienne, etc. Premièrement. Deuxièmement, on a la thématique de la gastronomie. Et la thématique de la gastronomie en Algérie, ça marche plutôt bien parce que tout le monde, tous les Franco-Algériens savent qu'on mange très bien en Algérie et que du coup, ils veulent justement découvrir ou apprendre des recettes de leur enfance ou justement découvrir de nouvelles recettes qu'ils ne connaissaient pas. Donc, aller à Biskra, Mm. découvrir le batout, le zviti, la doubara, ou aller à Xantena et découvrir un patrimoine culinaire extrêmement riche, Tlemcen également, la Hassima également, etc. Je ne veux oublier aucune région, puisque sinon je sais qu'on me tapera sur les Et doigts. quand on Quand je parle... commence, après, il faut les faire toutes. Sinon, ça va pas. Oui, Exactement. Et du oui, coup, bah, on a cette thématique gastronomie où la matinée, quand on a les touristes qui arrivent, bah, la matinée, on les met en relation. Voilà, ils iront faire les marchés, ils iront acheter les différents produits. L'après-midi, ils iront les cuisiner avec des cuisinières locales. Et le soir, ils dégusteront leurs plats qu'ils ont cuisinés l'après-midi oui, dans des bâtiments privatisés par Casbah ou dans une zaouïa oui. à Boustapha, etc. Et c'est des Donc, moments vous extraordinaires. impliquez l'habitant, là. Vous impliquez l'habitant aussi. C'est ça Ah qui est oui, bien. totalement. Oui, Exactement. oui, Donc, c'est pas que oui. l'habitant, mais c'est des associations culinaires locales. Donc, c'est des femmes qui ont parfois des petites coopératives locales où ils font du couscous à la main, de la berboucha à la main, où ils sont 5 ou 10 à travailler le couscous. Et justement, on est en relation avec elles et on les met justement à disposition de nos touristes. Ça leur permet d'avoir un gagne-pain supplémentaire. Et les touristes, ils sont aux anges parce qu'ils découvrent une recette, ils découvrent une manière de vivre également. Parce que dans les maisons algériennes, tout se passe dans les cuisines. Je pense que 90% de nos discussions, de nos échanges, etc., c'est dans la cuisine. Je pense que c'est peut-être Oui, le lieu de vie le plus important dans une maison algérienne, la cuisine. c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que depuis ces quelques années où vous avez démarré votre activité en Algérie, est-ce que vous avez remarqué une amélioration de l'écosystème touristique? Je vois ici et là l'ouverture de complexes touristiques à Tipaza,
À Mostaganem, un peu partout, mais est-ce suffisant et est-ce que l'écosystème est un peu plus développé qu'il y a quelques années lorsque vous aviez commencé? Alors, moi, j'ai pour habitude d'être très honnête dans mes réponses. Donc, je vais l'être également auprès de Bien l'entièreté sûr. des auditeurs du Soir d'Algérie, parce que je pense qu'avoir une barométrie claire, ça nous permet également d'être pragmatique et surtout avoir des chiffres clairs, ça nous permet également d'avoir l'ambition d'évoluer. Donc, Mhm, il faut être parfaitement clair. Oui, l'Algérie nouvelle permet une amélioration du tourisme et permet justement l'ambition du tourisme et le développement du tourisme de pouvoir évoluer. Et mhm. je salue justement cette Algérie nouvelle qui va dans ce sens-là. Par contre, les réalités du terrain, sont parfois un petit peu plus complexes. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la part du PIB la part du tourisme dans le PIB algérien, elle est de 2%. Donc, dans une économie diversifiée, c'est ce que l'Algérie tend à vouloir devenir, parce que, qu'on le veuille ou non, malheureusement, nos hydrocarbures, on arrivera un jour ou l'autre à la fin de nos hydrocarbures et qu'il faut réfléchir à l'après-hydrocarbures, et que le tourisme est l'une des réponses justement à cette diversification économique de Oui, l'Algérie. oui, Quand on oui, sait qu'aujourd'hui que le tourisme pèse de 2% jusqu'à 10%, 10% la recommandation internationale, on sait tout le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est tant mieux, oui. parce qu'aujourd'hui, c'est tant de chômeurs qui trouveraient un emploi dans le tourisme. Moi, je rêverais que les habitants de ma ville, à Ilmenmen, dans le sud de Steve, mais ils deviennent des guides, ils deviennent des chauffeurs pour les touristes et qui leur parlent de leur culture, qui leur disent, moi, ma grand-mère, elle était chaouie, elle avait des tatouages chaouis, mon grand-père, il avait fait la guerre de Révolution et il était dans le maquis, etc., et qui leur racontent leur histoire. Et justement, il devrait avoir pouvoir cette opportunité, cette chance. Moi, je me vois un petit peu comme un catalyseur de cette révolution touristique dans le pays. Je le dis à tout le monde, personne ne veut un tourisme de masse. Et en l'état actuel des infrastructures, on ne peut pas accueillir plus de On 200 peut 000 pas. touristes. Oui, oui, On ne peut pas accueillir plus de 200 000 touristes. Et on oui, parlerait de tourisme de masse en Algérie à partir de 6 millions de touristes. oui, Aujourd'hui, on est à moins de 100 000 touristes étrangers en Algérie. Je parle bien de touristes étrangers. Je ne parle pas oui, de Algériens de la diaspora qui viennent en Algérie. Donc, c'est pour toutes ces raisons que le tourisme également résout d'autres problématiques, la problématique d'échange, cette immense oui, problématique d'échange. Un touriste étranger qui paye, c'est des 500 000 touristes étrangers qui payent 1 300 € par personne. C'est près de 8 milliards d'euros d'entrée en Algérie. 8 milliards d'euros d'entrée en Algérie, ben, du coup, on contrepèse largement justement dans cette problématique d'échange. Et c'est de l'euro qui est directement investi en Algérie. Et je vous donne également une dernière information. Vous savez que les 35 Américaines qui étaient venues en Algérie, Maya, m'avait demandé en amont, Sofiane, combien je dois apporter pour payer de l'artisanat en Algérie. Même moi, je n'étais pas au courant aujourd'hui. Je leur avais dit, mhm, prenez, si vous voulez acheter des tapis, etc., parce que c'était des Américaines qui étaient quand même assez de classe moyenne supérieure. Et du coup, je leur ai dit, prenez 2 000 $. Elles ont pris 2 000 $ et elles les ont pratiquement toutes dépensées dans un artisan qui fait des tapis à Rardeya. Ça veut dire 35 000 $ fois 2 000 $. L'artisan de Rardeya, il a gagné entre 50 000 et 60 000 $ en une après-midi de vente. oui, oui, Imaginez le bien que ça fait à l'artisanat. Imaginez le bien exact. que ça fait à tous nos artisans qui mériteraient justement d'avoir tous ces touristes-là qui affluent et qui achètent des produits d'artisanat local. Imaginez également le bien que ça fait en termes de soft power aux États-Unis, puisque ces Américaines-là, quand elles vont rentrer dans le Kentucky, dans le Nevada, dans le Dakota du Nord, je ne sais où, elles vont montrer le tapis de Rardeya. Ce sera une histoire pour elles. Donc, elles vont en Oui. parler potentiellement aux 15 personnes autour d'elles. Et du coup, ça deviendra Mhm. des ambassadeurs, des ambassadrices de l'Algérie. Tout à fait. En fait, en somme, nous sommes d'abord pour revenir à ce que vous disiez pour le tourisme de masse, on n'y est pas et on l'espère ne pas le devenir, hein. Nous sommes condamnés à faire dans la qualité, je pense, avec le paysage que nous avons, la culture que nous avons, l'artisanat, les sites.
et monuments historiques que nous avons finalement tous les ingrédients qu'il faut pour un tourisme de qualité, un écotourisme, un tourisme culturel. Euh, voilà, donc c'est vers cette voie bah, oui, on ne va pas rattraper le retard, mais on peut modifier la trajectoire de la politique touristique en Algérie pour l'amener vers ce que vous dites actuellement par rapport au tourisme ravageur, tourisme de masse ravageur quelquefois dans les pays où ça passe. Alors, on va essayer de vous connaître un petit peu plus, Sofiane Le Sage, sur un plan un peu plus personnel. Nous avons perçu vos passions hein, pour le voyage qui vous ont conduit ben, à monter cette agence de voyage. Et tous les grands, j'ai envie de dire, tous les grands voyageurs ne montent pas une agence de voyage forcément. Mais vous, c'est votre cas et c'est très bien pour l'Algérie et pour ceux qui veulent se rendre en Algérie. Alors, sur un plan un peu plus personnel, on va essayer de connaître vos goûts culinaires, musicaux, vos lectures. Alors, en cuisine, quel est votre plat préféré, ou votre cuisine préférée ou votre plat préféré? Quelle belle question. Merci Maya. Donc, moi, mon plat préféré, je pense, jusqu'à mes 22 ans, c'est un plat typique de Stafe, c'est l'Aïch. L'Aïch, et on n'est pas beaucoup à l'appeler Aïch en Algérie, il y en a beaucoup qui l'appellent Berkoukes, etc. Donc, dans notre Ah région. oui, ah oui, oui. Mm. Et l'Aïch, har, parce que nous, les Staïfiens, on a des plats qui sont des plats paysans. Donc, le zviti, le doubara, etc., c'est des plats qui sont beaucoup de plats de paysans, là où Constantine, c'est une gastronomie qui est beaucoup plus raffinée. Donc, l'aïch, j'adore parce que c'est chaque fois que j'étais malade, quand j'étais enfant, ça me guérissait totalement de ma maladie ou d'un rhume ou autre Ah oui, chose. Donc, ah voilà. oui. Mais après mes 18 ans, j'ai découvert un plat d'Alger que je n'avais pas goûté dans mon enfance parce que malheureusement, quand on vient de Ain ou d'une contrée un peu éloignée, ben, on ne connaît pas les plats des autres régions. Et du coup, ben, c'était la rechta. Et aujourd'hui, je pense que la rechta, c'est devenu l'un de mes plats préférés, si ce n'est peut-être mon plat par Ah. excellence. Il peut Et m'arriver de pourtant, faire ça n'a rien à un voir, plat. hein. il- Comparé aux sauces bien relevées, bien rouges, là, je paraît très fade pour ça. Enfin, moi, étant d'Alger, donc c'est un plat que j'adore particulièrement, bien sûr. Mais je sais que souvent, pour les gens qui viennent de l'Est ou de l'Ouest ou qui mangent plutôt relevé, épicé, etc., pour eux, le ch'ta, c'est fade. Eh ben, j'ai adoré. Je ne saurais dire Je- comment, j'ai adoré. Oui, Donc ah ben voilà, c'était super. un excellent plat. Très bien, ça c'est pour la cuisine. La musique alors, qu'est-ce que vous aimez écouter comme musique? La musique, bon, j'écoute absolument de tout. J'écoute de la techno, du rock, de l'américain, de l'italien, etc. Mais je pense qu'il y a un chanteur qui a marqué mon enfance. Et j'écoute du Stayfie également, il faut le préciser. Il y a un chanteur qui a marqué mon enfance et je pense que c'est Cheb Mami. Il a marqué mon Ah, enfance un petit peu plus que les autres chanteurs. Ma musique préférée de Cheb Mami a été probablement le feat avec Sting, star international Désert Rose, qui l'a notamment chanté. Qui a été justement le seul arabe et le premier arabe jusqu'à aujourd'hui à avoir chanté au Super Bowl. Donc, Cheb ouais, Mami, Big. oui, oui. Et les musiques on parlait de musique sétifienne, on parle beaucoup de raï sétifien, hein, faut le faire, hein, Alors, on parle un tout hein. petit peu de rap sétifiant, c'est pas non plus la grande thématique. Pour moi, Staifi, si il n'y a pas Zorna dans Staifi, je n'écoute pas. Ah, Donc, il faut que ce soit un mélange entre Staifi et Shawi, du Cheb Khalas. Il le fait super bien, du Cheb Arres également. J'adore Cheb Arres. J'adore également très récemment, bon, ça fait 20 ans qu'il existe, mais qui a repris des musiques l'année dernière et qui a fait également une musique sur YouTube qui a fait 100 millions de vues. Ce que j'adore chez les Staifi, c'est qu'on peut chanter la maman de manière nostalgique et danser sur ces musiques. Donc c'est à la fois émotionnel et dansant, on comprend pas trop, mais ils le font super bien. Donc il y a la dernière hum, musique, Bajomati, avec Shabba Yabina, où ils chantent sur le Mouima. Et, euh, oui. et c'est une très très belle musique pour le coup. Vos lectures, hein, Sofiane. Mes lectures, je lis absolument de tout, mais je suis fan de lecture historique. Et je Hum. pense que mon écrivain préféré, pas mon écrivain préféré, mais mon récit préféré, c'est Al-Muqaddimah d'Ibn Khaldun. Eh oui. Là, vous faites taper fort, là.
Eh oui, eh oui, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut recommander la lecture de la Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. C'est un bel éclairage sur qui nous sommes, sur notre histoire, et il y a des clés de compréhension de beaucoup de choses, enfin, de l'évolution de la société, de notre société maghrébine, ouais, et algérienne. On Mm. dit qu'un vieil assis voit plus loin qu'un jeune debout. Et Oui. lire du Ibn Khaldoun entre ses 15 ans et ses 25 ans, ça nous permet de devenir ce vieux assis en l'espace d'une lecture. On Oui. en tire tous les enseignements d'Ibn Khaldoun de ses 40 ans d'avoir été le numéro 2 des plus grandes personnes de ce monde, de ce récit sociologique extraordinaire du XIIIe siècle, également en Mm. période de manque de confiance en nous en tant que parfois arabes, berbères, etc., ou de crise identitaire, surtout de l'autre côté de la rive, du côté européen. Ibn Khaldoun nous rappelle à quel point on a eu des grands parmi les grands chez nous, les berbères, et que on n'a aucune honte d'avoir un Ibn Khaldoun face à un Victor Hugo, d'avoir un Ibn Khaldoun face à un Jean Cocteau ou autre chose. Mhm. Oui, ça me rappelle que vous avez co-organisé en France avec le Cercle Imam Abdelkader une excursion, une visite du château d'Amboise où était incarcéré l'émir. Je vous sens comme ça investi également dans ce type de trip culturel et historique également. Donc, c'est quelque chose de formidable à signaler. Je ne sais quel retour d'expérience vous avez eu à propos de cette journée excursion. Donc, c'était une journée extraordinaire qu'on a eu la chance d'organiser avec le cercle Emir Abdelkader et Rafik Temrari et notre chef de projet Salima, que je salue également. Donc, on a emmené une centaine de personnes des quatre coins de la France sur la thématique de l'émir au château d'Amboise, là où il avait été emprisonné pendant 4 ans. Et on a eu l'immense privilège également d'aller sur les tombes d'une partie de Sasmala qui était encore sur place, et c'est là où on se rend compte de la grandeur de nos personnages historiques. Et c'est très Mhm. important pour tout un chacun, surtout pour les Franco-Algériens qui grandissent aujourd'hui avec une crise identitaire. Aujourd'hui, c'est Oui. terrible. Moi, je ne le dis pas assez souvent, mais avoir grandi en s'appelant Sofiane Le Sage à cheval entre la France et l'Algérie, il faut être schizophrène. On ne sait pas si on doit être fier d'être Monsieur Le Sage, on ne sait pas si on doit être fier d'être Sofiane, on ne sait pas où on doit l'être, quand on doit l'être, c'est terrible. Et il Et faut la être réponse, elle est où? Elle est la où la réponse, réponse? la réponse, elle est dans la lecture. La réponse, elle est dans la compréhension de soi-même. Ça vient avec le temps. Moi, aujourd'hui, je suis pleinement fier d'être Sofiane Le Sage. On ne me retirera ni l'un ni l'autre. Mais oui, Euh, et vous c'est êtes une les deux. force. Et exactement, je suis les deux. C'est une force. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des personnalités politiques qui essaient de nous diviser, qui essaient de nous dire il faut changer de prénom, il faut changer de nom de famille, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ben non, il faut être pleinement Choisir soi. une nationalité. Exactement. Il faut être pleinement Ouais, soi-même, revendiquer les ouais, deux. Et aujourd'hui, bien au contraire, un Sofiane Le Sage sur France 24 qui fait 6 millions de vues sur le tourisme en Algérie, ça en dit long sur la capacité à rapprocher d'un Sofiane Le Sage. ouais. Bien, c'est bien. C'est des messages, encore une fois, c'est très inspirant pour les visio-spectateurs et pour les jeunes surtout, qui, comme vous, se posent ces questions-là et qui peut-être hésitent à investir en Algérie, quel que soit le domaine d'ailleurs. Non, mais c'est bien que vous le dites avec, vous le disiez avec vos paroles à vous. De tous vos voyages, Sofiane, quel est le pays qui vous a le plus fasciné, hormis l'Algérie? Quel est le pays qui vous a le plus fasciné? Ou la région, ou la ville. Je pense que, il y a beaucoup de pays qui m'ont fasciné, beaucoup de pays dans lesquels j'ai été émerveillé. Je pense à Cuba, je pense à la Colombie, je pense à la France également, qui est un pays grandiose. Je pense également euh, beaucoup d'autres pays, mais la région qui m'a le plus marqué, c'est plus une région, enfin une île qui est à cheval entre trois pays, qui m'a le plus marqué à titre personnel, qui m'a le plus fait grandir à titre personnel, c'est l'île de Bornéo, qui est située entre la Malaisie et l'Indonésie. Donc, au nord de l'île de Bornéo, on est en pleine Asie du Sud-Est. Au nord de l'île de Bornéo, on est dans la partie malaisienne. Au sud, on est dans la partie indonésienne. C'est une île qui est entièrement composée de musulmans, mais avec cet islam qu'on rêve tous d'avoir, un islam neutre, propre, dans les respects d'absolument toutes les coutumes, dans laquelle voilà, les populations sont d'une chaleur humaine, d'un accueil
d'une sympathie extraordinaire. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que tout le monde le dit durant le Hajj et la Umrah, que les personnes les plus civilisées, les plus disciplinées durant le Hajj et la Umrah, c'est les Malaisiens et les Indonésiens. Mhm. Donc, ce couple entre la religion, entre l'islam et l'éducation à l'asiatique, donc la discipline à la japonaise, la discipline à l'asiatique, etc., qu'on peut voir sur l'île de Bornéo et dans ces pays comme la Malaisie ou l'Indonésie, etc., est pour moi extraordinaire et j'en garde euh, des souvenirs grandioses. Aujourd'hui, je crois que j'ai vu plusieurs dizaines de personnes qui étaient centenaires là-bas. Donc ça en dit long sur la capacité à pouvoir justement évacuer le stress, la capacité à s'occuper des problématiques, à pouvoir délaisser les problématiques financières, les problématiques économiques et se concentrer à Oui. l'essentiel. Donc pour moi, ça a été une grande leçon de vie, l'île de Bornée. Zen attitude, c'est ça. Exactement. Alors, la dernière question, Sofiane Lesage, c'est la question rituelle de Diasporama et euh, qui vous concerne vous et votre rapport à l'Algérie. Et toutes les fois où vous y êtes allé et reparti en France, est-ce qu'il y a une fois, lors de euh, votre voyage, vous avez emporté quelque chose avec vous qui était cher à vos yeux, à votre cœur? Est-ce que vous avez eu déjà euh, ce comportement vis-à-vis d'un objet? Enfin, ça peut être aussi un souvenir matériel ou immatériel. Ce serait quoi? Je ne m'attendais pas à cette question, Maya. Merci encore une fois de me la poser parce que ça me permet de revivre un moment personnel qui reste dans un coin de ma mémoire. J'ai très peu de souvenirs avant mes 6 7 ans, si ce n'est pas du tout. Mhm, J'ai une mémoire qui est très courte là-dessus. Et je me souviens d'un seul souvenir, c'était la seule grand-mère qui me restait, puisque mon grand-père est décédé beaucoup plus tôt du côté de ma mère et mes grands-parents également, donc je ne les ai pas connus. Ma grand-mère, elle est décédée du côté de ma mère en 98, j'avais 4 ans. Et je me souviens, à un moment, elle m'avait tricoté mhm. prachabia, donc une prachabia pour bébé. Ah, ah oui, Et ah une oui. prachabia pour bébé à l'âge justement de mes 3 ans. Et j'étais sur ses genoux et je me souviens juste de ce moment-là. Et je sais que j'ai emporté cette prachabia avec moi de l'autre côté de la rive en France. Et c'était mon attachement et mon lien éternel vis-à-vis de ma grand-mère. Vous l'avez toujours, la Chabia? Je l'ai toujours, exactement. Waouh, formidable, formidable. Merci. Sofiane Lesage, merci en tout cas d'avoir été des nôtres et d'avoir partagé votre passion pour votre métier et pour l'Algérie également. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je remercie tous nos visio-spectateurs qui nous ont suivis. Et je vous dis que vous pouvez revoir ce programme, bien sûr, sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la page Facebook et la chaîne YouTube. Sofiane, merci. Je vous souhaite un bel été et une belle rentrée. Merci beaucoup, Maya, pour l'invitation. Merci à tous les auditeurs. Tahia Jazer. Hey, Au revoir.